au moment où j'essaye de traverser la route, il y en a un des 4, et c'est probablement le plus jeune et le plus petit, il devait avoir 13 ans, qui me court après et qui me tire dessus à bout portant. J'ai l'impression d'exploser. Au moment où la balle pénètre en moi, j'ai l'impression que j'explose, que tout mon corps explose, que ma tête explose. Enfin, c'est une sensation très bizarre. Je vois ma vie en 3D défiler depuis ma naissance jusqu'à ce jour, avec des détails inimaginables. Tous les sons, toutes les odeurs, toutes les, toutes les visions, mais vraiment hyper réalistes. Cette vision d'un tunnel, d'une lumière extrêmement douce, extrêmement agréable, invitante. Et puis tout à coup, une suggestion qui vient comme ça, dit bon, tu peux aussi ne pas y aller dans ce tunnel. Parce que avec ce que tu as vu juste avant, tu as vu qui tu étais, tu pourrais faire ça. Tu pourrais encore faire quelque chose de bien pour tout le monde. Avant qu'on se lance, nous avons remarqué que vous êtes seulement très peu à être abonnés aujourd'hui à la chaîne. Et ce simple geste que vous pouvez faire en cliquant sur s'abonner en bas de votre écran permet non seulement de soutenir la chaîne, mais de vous tenir informé des prochaines vidéos. Alors merci du fond du cœur pour ce geste. Ça tourne déjà Ouais. maintenant? Ah, ok. Bien, bon, le jour où j'ai eu ma NDE, j'étais en Afrique. J'avais été envoyé en Afrique en tant que responsable des affaires scientifiques et réglementaires d'une grande compagnie américano-japonaise dont l'activité principale était en fait de vendre un édulcorant, un substitut du sucre. Alors voilà, j'étais parti de Suisse en avion directement sur Dar es Salaam où j'avais rendez-vous avec le ministre de la Santé. J'ai eu mon meeting, ça s'est bien passé. Et le jour d'après, je prends un avion pour Nairobi. Et à Nairobi, je devais rencontrer des gens d'une grosse compagnie qui s'appelait CPC Knorr. Voilà, je prends l'avion, il décolle, tout va bien. Puis à un certain moment, le pilote dit nous excusions auprès des passagers, mais nous devons faire un petit détour par Mudanza au bord du lac Victoria et nous arriverons à Nairobi avec 2 heures et demie de retard parce qu'on doit apporter des pièces de rechange pour un avion qui est en panne là-bas. Voilà, bon, ben, moi j'avais des gens qui venaient m'attendre à l'aéroport et visiblement ça allait être problématique parce que j'arrivais normalement de jour, mais du coup j'arrivais de nuit. J'arrive à l'aéroport de Nairobi avec les formalités. Bon, je finis par sortir de l'aéroport vers 7 heures. Il faisait nuit noire. Je me dis, il n'y avait plus personne pour m'accueillir. Donc, je me dis, je vais prendre un taxi pour me rendre à mon hôtel, qui était un petit peu en périphérie. Et voilà, je prends ce taxi, un taxi officiel du tourisme kényan, en fait, tout à fait estampillé officiel. Et on s'embarque. Et malheureusement, à cette heure-là de la journée, il y a beaucoup plus de voitures sur la route qu'il n'y a que de routes. Donc il y avait un immense embouteillage sur le périphérique de Nairobi que je devais emprunter pour atteindre mon hôtel. Et on avançait au pas, etc. Et à un certain moment, boum, on se fait rentrer dedans, mon taxi mène et moi, par la voiture de derrière. On se dit, bon, c'est un petit boum, ça doit être une distraction du chauffeur, il en avait marre de presser sur la pédale du frein. Et je dis à mon chauffeur, non mais restez là, ne sortez pas, c'est rien. Et il sort, et voilà qu'il se fait tabasser. Il était complètement groggy au bord de la route. Et au même instant, je regarde par la fenêtre, je vois un gars avec une Kalachnikov sous mon nez. Et puis je regarde de l'autre côté, il y en avait un autre, et derrière il y en avait un troisième et un quatrième. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un kidnapping, qu'est-ce que c'est? Donc je me suis empressé de monter ma vitre. 4 secondes après, ils avaient cassé la vitre en pleine figure. J'avais des saignements partout, des débris de glace partout. Et puis, à un certain moment, j'ai senti que mon scénario de kidnapping, il avait un peu du plomb dans l'aile.
c'est le cas de le dire, parce que il y avait un truc qui ne devait pas jouer et je me suis dit: «C'est le moment de se sauver». Donc je sors de la voiture, j'empoigne ma pilot case où j'avais tous mes documents, ça me tenait à cœur, y compris mon passeport, et cetera, mon carnet de chèques et tout. Et je sors et je traverse la route. Et là, au moment où j'essaye de traverser la route, il y en a un des 4, et c'est probablement le plus jeune et le plus petit, il devait avoir 13 ans, qui me court après et qui me tire dessus à bout portant, à peu près à une distance de 3 mètres, avec un pistolet Parabellum de 13 millimètres qu'on a su après parce qu'on a retrouvé la balle. Et je m'étale. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai l'impression d'exploser. Au moment où la balle pénètre en moi, j'ai l'impression que j'explose, que tout mon corps explose, que ma tête explose. Enfin, c'est une sensation très bizarre. Première impression. Ensuite, je me rends compte que je vois ma vie en 3D défiler depuis ma naissance jusqu'à ce jour, avec des détails inimaginables. Tous les sons, toutes les odeurs, toutes les, toutes les visions, mais vraiment hyper réalistes de chaque instant. Et, et ça a duré probablement un millième de seconde. Donc imagine la compression de l'image dans le temps. Et du coup, j'ai aussi en même temps, ou séquentiellement, mais sur le millième de seconde, on ne sait pas si c'est séquentiel ou en même temps, cette vision d'un tunnel, d'une lumière extrêmement douce, extrêmement agréable, invitante, un espèce de tunnel qui dit, ben voilà, tu peux t'enfiler là-dedans, c'est tranquille, c'était immensément paisible et pacifique. Et puis tout à coup, une suggestion qui vient comme ça, dit, bon, tu peux aussi ne pas y aller dans ce tunnel. Parce que avec ce que tu as vu juste avant, tu as vu qui tu étais, tu pourrais faire ça. Tu pourrais encore faire quelque chose de bien pour tout le monde. Et cette vision était tellement belle, tellement incroyable, disons, pour une personne comme moi, c'était totalement inattendu et totalement au-delà de tout ce que je pouvais imaginer à ce moment-là que je sois capable de faire. Et je me suis dit, ben voilà, c'est tellement beau et puis c'est tellement utile que par rapport à mes enfants et à la génération future, aux générations futures, je me suis dit, il faut vraiment le faire, il faut vraiment retourner. J'avais une sensation d'immunité absolue. J'avais l'impression que j'étais déjà mort, que donc il ne pouvait plus rien m'arriver de pire. Et en même temps, si je veux retourner, je serais humain. Ça, c'est contradictoire, un peu fou, mais j'avais non plus aucun doute que je réussisse à réaliser ma vision, que je serais aidé à tous les niveaux pour y arriver. C'est quand même, si on vous dit ça, vous n'y croyez pas vraiment, mais bon, je crois que dès ce moment-là, je deviens une espèce de, je sais pas, je dirais une boule d'amour. J'aime tout le monde, je suis absolument, j'ai plus aucune animosité envers personne. Je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux que je connais et les autres aussi, ceux que je ne connais pas. J'ai aucune idée d'où je suis en ce moment-là. Parce que j'ai l'impression que ça a duré très peu de temps, mais que c'était d'une densité incroyable, incroyable. Je ne sais pas comment dire ça. Une voix dit quelque part, ou je ne sais pas, une suggestion a fait surface, qui me dit, voilà ce que tu es maintenant, et à toi d'en faire quelque chose. Do something out of it. Et justement, à partir de là,
ben, je commence un petit peu à percevoir de nouveau le contexte dans lequel je suis. Donc je vous le dis en bref, je suis au milieu d'une autoroute où les voitures, enfin semi-autoroute, donc où les voitures se croisent, et c'est 8 heures du soir, il fait nuit, il y a un blanc qui saigne au milieu de la route, couché par terre, personne ne voit rien, personne n'a rien entendu, et personne s'arrête. Et je me dis, ben là, voilà, il faut que tu fasses quelque chose à partir de maintenant. Et je me ressaisis, je prends toute l'énergie qui me reste. Je dis, il faut que tu. D'ailleurs, je pose un diagnostic déjà là. Je dis, bon, ben, tu as de la chance, tu as reçu un grand coup d'arme à feu, mais c'est pas intrathoracal, c'est intra-abdominal. Bon, deuxième diagnostic, c'est intra-abdominal, mais ça saigne à fond là-dedans. Donc je sentais que je saignais de façon artérielle fortement. Donc ça, c'était 2 diagnostics justes. Et troisième considération, si tu te dépêches pas de te ressaisir, tu vas rester couché par terre. Donc je me suis relevé et comme j'avais une certaine expérience de l'autostop, parce que quand j'étais étudiant, j'en faisais à peu près 30 000 km par année, ça marche pas très bien la nuit, ça marche pas très bien quand on saigne et ça marche pas très bien en Afrique. Donc j'avais tout pour que ça marche pas. Et je me suis quand même relevé et j'ai fait signe pour que des voitures essayent de s'arrêter. Et il y en a passé 7. Je dis à la 7e, si ils ne s'arrêtent pas, je retombe. Et ils s'arrêtent. Il ouvre la fenêtre, je lui explique, écoutez, on m'a tiré dessus, je saigne à l'intérieur, est-ce que vous pouvez m'emmener à l'hôpital rapidement? Il a dit, come on, je vous embarque. Et à partir de là, ça a été une suite de miracles totalement, oui, presque, presque incroyable. Quand vous pensez que la personne qui m'a embarqué était un major de l'armée, donc quelqu'un qui a un certain discernement, c'était un ingénieur, donc il savait conduire les voitures, il était ingénieur automobile, responsable du service après-vente de Peugeot pour l'Afrique orientale et assistant dans le East African Safari. Donc il avait déjà vu des courses automobiles. Et il a commencé à conduire comme dans un rallye, dans les talus, gauche-droite, comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à un dispensaire. Pour vous dire qu'il a été très très vite, il a quand même mis 2 heures entre le lieu de l'accident et l'arrivée à l'hôpital. 2 heures où je saignais à fond, perdais du sang à l'intérieur, je le savais. Et j'avais concentré ma respiration, toute ma concentration était sur un pilotage de la circulation cœur, poumon, cerveau. J'avais le triangle cœur, poumon, cerveau et oublié tout le reste. C'est grâce à ça que je suis resté éveillé. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, la jeune fille, c'était vendredi soir, 10h. Il y avait une secrétaire très gentille qui a dit, monsieur, je vais bien téléphoner au médecin, mais il me faut $5 000 en cash. Donc là, de nouveau, je dis, bon, bah, je vais mourir administrativement. Après tous mes beaux efforts, ça ne sert à rien. Puis après, évidemment, il devient super intelligent. Il dit, ah, mais attendez, téléphonez donc à mon hôtel, j'ai laissé ma carte de crédit. Et s'il n'y a qu'encore quelqu'un, ils vont vous tirer l'argent et vous l'apporter. Et grand coup de chance, le directeur de l'hôtel était encore là. Il a dit, téléphonez au médecin, je descends avec l'argent. Et il était quand même à plusieurs kilomètres encore. Et le médecin arrive, et là j'étais vraiment à l'extrême, je ne pouvais presque plus. Je le vois arriver, je lui dis, docteur, ouvrez et clampez. Et puis après, je crois que je suis tombé dans les pommes, mais j'ai juste eu le temps de voir que c'était un bon médecin. Tu vois ça tout de suite, le regard, l'attitude, et je ne me suis pas trompé parce que c'était le meilleur chirurgien d'Afrique de l'Est. Les gens venaient de tous les pays du coin pour se faire opérer chez lui. Il avait 15 ans d'expérience de l'hôpital Gay à Londres. Donc c'était vraiment le top du chef. Et il a opéré pendant 7 heures. Essayé de trier, livrer du bon grain de ce qu'il y avait dans mon abdomen. Et entre-temps, le radiologue avait fait une radio et il avait vu que la balle était
coincé entre deux vertèbres, à ça de la moelle épinière, de la veine cave et de l'aorte. Donc, le gars dit quand même dans son anglais parfait, Mr. Nordman, it was not your day. C'était pas aujourd'hui que vous deviez mourir. Et effectivement, bon, bah, ce que je craignais, c'est arrivé, c'est que j'ai fait une péritonite, je me suis réveillé le lendemain avec 42 de fièvre, mais quand même 2 sachets, un d'antibiotiques, une perfusion et des transfusions. Et le médecin vient me voir le lendemain, il me dit, mais j'ai jamais vu personne arriver avec si peu de sang encore conscient à l'hôpital. Il avait transfusé 5 litres de sang. Donc c'était quand même assez fou comme situation. Puis à partir de là, j'ai eu l'impression que j'avais assisté à mon enterrement parce que ça a fait un peu une traînée de poudre cette histoire. Ça s'est su. D'abord mon épouse l'a su à 6 h du matin, ensuite mes collègues de Paris, mes collègues de Chicago, la moitié du monde parce que j'étais dans beaucoup de conférences internationales et responsable de pas mal de choses. Et je crois qu'il y avait presque plus de place dans ma chambre pour les fleurs qui arrivaient tous les matins. C'était un peu fou. J'ai commencé par écrire à peu près une centaine de lettres manuscrites depuis l'hôpital où j'étais soigné à des personnes qui n'ont jamais reçu de lettres de moi et qui m'ont toutes répondu. Et j'ai gardé ça, mes 3 classeurs, là, il y en a 3 classeurs, et c'est très émouvant de relire ça. Mais à part ça, j'étais quand même content d'être vivant, et puis de nourrir cette vision de ce que j'allais faire. Et c'était tellement fou, parce que quand vous passez un truc comme ça, les gens peuvent très très vite vous étiqueter de dingue. Donc on garde les choses pour soi, on n'en parle pas. Mais on est quand même curieux de savoir si c'est vrai. Donc, petit à petit, un peu comme l'aveugle, tu as ta canne et puis tu tapes contre le mur pour voir si le mur est là. La mission, en fait, que j'ai cru qu'on m'a confiée, c'était une quête. C'était une quête, en fait, de sagesse et une quête éthique dans l'alimentation. Parce que pour moi, la chose la plus incompréhensible dans ce monde, c'est qu'on laisse mourir de faim 1,5 milliard de personnes chaque année, et encore, et encore, et encore. Et je pense qu'on peut faire mieux. Il y a assez à manger, ça je suis sûr qu'il y a assez à manger au monde. Il faut peut-être changer nos habitudes alimentaires, mais chacun peut avoir assez à manger. C'est un problème de distribution. Donc c'est un problème d'égoïsme, c'est un problème d'institution, d'économie de marché. En fait, l'institution de notre égoïsme, c'est l'institution financière. Et du coup, je me suis dit, mais ce serait assez génial de mettre en contact des financiers de haut niveau, des économistes de haut niveau, des scientifiques de haut niveau, des théologiens de haut niveau de toutes les tendances, sans exception, et de voir ce qui sort de là. Ça, c'était la mission. Je ne savais pas si ça allait marcher, je ne savais pas ce qu'il allait en sortir, mais c'était la mission. Et après, qu'est-ce que vous faites avec cette belle image? Vous êtes là, petit mec, couché dans un lit d'hôpital, tout seul dans une chambre en Nairobi. Le seul contact avec le monde, c'est les chiens qui aboient par la fenêtre qui est à 2 mètres de haut, vous ne pouvez pas sortir de votre lit. Et c'est tout. Pas de téléphone, rien. Tu ne manges pas pendant 4 jours. Et quand on t'apporte un dé à coudre de jus d'orange, tu dis « Ah, c'est le miracle ». Et puis, il y avait mon ami, parce qu'il est devenu mon ami, celui qui m'a amené à l'hôpital. Il est resté devant la porte de la salle d'opération pendant toute la nuit pour savoir comment ça s'était passé. Donc, pour vous dire le lien qui s'est créé entre ces 2 personnes. Et pour vous confirmer la chose, ça s'est passé il y a 31 ans. Et toutes les semaines, on se téléphone. Et on a besoin de ça. Si c'est pas moi qui appelle, c'est lui qui appelle. À part ça, j'étais toujours avec ce dilemme, par où je commence? Et
me suis dit, mais il faut aller en cercle excentrique de ta personne, de qui tu vois de sage autour de toi. Et là, j'ai commencé une aventure extraordinaire parce que, en fait, j'avais identifié 3-4 personnes qui, elles, m'ont ouvert les portes des autres, des autres, des autres, des autres, et c'est devenu vraiment planétaire. J'avais comme une espèce de carte dans ma poche arrière sur laquelle il y avait marqué accès. Je montre ma carte et puis il n'y a personne qui a refusé de me revoir, de toutes les personnes que j'ai contactées. Personne. Et je peux vous raconter des histoires sur, en tout cas, une douzaine de prix Nobel de la paix, prix Nobel d'économie, prix Nobel de sciences, de médecine. Ils ont tous dit présent, on vient. Et après, il fallait encore organiser cette rencontre, ce meeting. Il y a eu deux moments forts. Le premier, c'est le World Life Science Forum que Raymond Barre a organisé à Lyon, dans le même style que le World Economic Forum de Davos. Il était d'ailleurs aussi dans la combine avec le professeur de Genève, je ne sais plus le nom maintenant. Et là, j'ai eu la chance de gérer une table ronde sur l'alimentation au 3e millénaire. Et là, j'avais pu inviter tous mes amis que j'avais contactés, qui sont de Chine, qui sont des États-Unis, qui sont venus partout. Et on a pu faire cette table ronde qui avait été gérée par Christine Ockrent et ça a eu un certain impact. Personnellement, bon, j'avais l'impression au début d'être totalement dématérialisé. Et donc, il fallait quand même que je me rematérialise d'une façon ou d'une autre, que je retombe sur terre, puisque j'étais dans mon trip, comme on dit. Hein, puis je n'osais pas trop en parler non plus, parce que plus j'en parlais, comme j'avais rien prouvé, c'était difficile. C'était vraiment une période un peu particulière. Il fallait beaucoup d'amour de la part des gens qui m'entouraient pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance avec mes enfants, avec ma famille, avec ma femme, mes parents. Peut-être que cet élan de reconnaissance que j'ai eu pour eux, que j'ai exprimé, que j'ai pu exprimer, qu'on ne fait pas d'habitude, m'a beaucoup aidé en retour. Comment pouvons-nous vivre avec ça? C'est la cause de mortalité numéro 1, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est où le problème? Il est là. Donc une fois que j'avais fini ma quête, pour la faire courte, parce qu'on va pas aller dans tous les détails de ses personnalités, mais j'avais finalement fait le tour de ce que je devais faire, eh bien, je me suis intéressé, je me suis dit, mais là, j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires. En fait, ce qu'il faut, c'est que moi, je me hisse à leur niveau, au niveau spirituel, à leur niveau de développement spirituel. J'avais vraiment l'impression que j'étais dans un vécu spirituel. Si j'avais des questions, ce n'étaient pas des questions psychiatriques, c'est des questions spirituelles. Et je me suis souvenu d'un ami de service militaire avec qui j'étais très proche, avec aussi nos familles, etc., qui était prof de systémique à Lausanne. Et je téléphone. Je dis, Ferdinand, voilà ce qui m'arrive. Est-ce que tu peux m'aider? C'était le mois de juillet. Ferdinand répond, écoute, volontiers, mais je suis complètement pris. Tu veux venir en décembre ou en janvier? Je dis, Ferdinand, si c'est comme ça, on laisse tomber parce que moi j'ai besoin d'aide maintenant. Et 5 minutes après, il rappelle et il me dit, qu'est-ce que tu fais demain après-midi? Ben, moi, je suis là, hein, j'étais ici, grabataire, je ne pouvais pas bouger. Ben, je viens te voir, on passe l'après-midi ensemble et il m'explique qu'en fait, pendant ces 5 minutes, il y avait son maître qui était là, Chari. Chari lui a dit, mais qui c'est qui a téléphoné? Ah, c'est un copain, il a eu ça, ça, ça. Il lui répond, you better get organized.
Seulement, ce que je n'avais pas bien compris, c'est que mon épouse, elle était aussi là dans la conversation et elle a dit, mais ce monsieur, il est très bien. J'aimerais bien commencer à méditer avec lui. Je dis, mais génial, super, tu fais de la méditation avec lui. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, mais j'aimerais retourner en Inde pour voir le maître. Je dis, très bien, je viens avec toi. Moi, j'irai à la plage, toi, tu iras méditer. Je descends de l'avion à 7 heures du mat. À 9 heures, j'étais à la méditation et j'ai accepté ce système de méditation in toto du jour au lendemain. Je me suis mis à méditer 3 fois par jour et puis ça m'a beaucoup aidé. Ça m'aide pour maintenant et vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet d'éliminer en fait tous les parasites qu'on emmagasine dans la journée, de les débarrasser. Ça permet de faire de la place pour des réflexions d'un autre niveau. Ça fait de la place pour sortir de notre train-train, métro, boulot, dodo, pression, stress et autres. On commence par rien faire le matin. Ça, c'est vraiment le cadeau de la journée déjà. Tu commences par un cadeau, tu fais rien, tu médites. Et après, tu pars du bon pied dans ta journée. Et puis, ça nous donne aussi beaucoup de respect par rapport à la vie. Ça nous donne de reconnaissance, je dirais. C'est-à-dire que chaque instant de vie est un cadeau. Et si on prend les choses comme ça, moi je trouve que maintenant, par exemple, c'est un cadeau inouï que vous m'offrez de m'exprimer alors que je n'ai jamais fait comme ça. Et je trouve ça, voilà, ça fait partie de ces choses que j'attendais pas et qui ont eu lieu. Et il y en a eu beaucoup comme ça. Donc je n'ai pas le droit de me plaindre. Je crois qu'il faut travailler. En fait, ce que le Heartfulness m'a permis de faire, c'est de travailler sur moi-même pour être quelqu'un qui qui rayonne en fait une certaine sagesse, une certaine bonté. Et, et c'est ce que je travaille actuellement. Et c'est accessible à tout le monde. On doit travailler un changement d'attitude, de mindset, comme on dit en anglais, parce qu'on va dans le mur. Et je pense que ça doit passer par un changement de chaque être vivant par rapport à l'autre, par rapport à lui-même d'abord et par rapport au rapport que chacun de nous avons avec les autres, le respect, l'amour et le partage. C'est comme on part en guerre très très rapidement, on peut partir en paix très très rapidement aussi. Et moi j'espère qu'on va partir en paix le plus vite possible. Et ça passe par prendre conscience de la souffrance des autres. Et je crois qu'à force de nous spécialiser, on finit par perdre la vue générale. Et je crois que si j'ai une qualité, moi, dans ma vie, c'est d'être un invétéré généraliste. Je me suis intéressé à plus de choses que je pouvais en absorber, mais ça m'a toujours passionné de faire le lien entre les gens, de faire le lien entre les choses, d'essayer de comprendre, d'être curieux. Eh ben, j'espère qu'il le verra parce que j'ai jamais eu, par rapport à cet enfant, aucune rancune, aucune envie qu'il soit arrêté, qu'il soit traduit en justice. Ça m'a même pas effleuré. Je me suis dit, ce gamin, il a probablement tué pour manger. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, t'arrêtes. Ce gamin, il a peut-être survécu grâce à mon cousin. J'ai un cousin qui était professeur de biologie médicale à Bordeaux et à Strasbourg, un grand pont du CNRS français. Il arrive au labo un matin, il dit, les gars, c'est mon dernier jour.
Tout le monde dit non, Jeannot, tu peux pas, tu vas t'emmerder, c'est pas possible, qu'est-ce que tu vas faire? Je pars avec la Croix-Rouge comme délégué en Somalie. Eh ben, probablement, il est allé en Somalie et il a écrit à sa mère sa première lettre. J'ai jamais eu l'impression d'être aussi utile que quand j'ai donné le biberon à un bébé l'autre jour. Peut-être que ce petit gars qui m'a tiré dessus, il a eu le biberon de mon cousin.